Bienvenue à tous et à toutes à cette activité dans le cadre du mois de sensibilisation à la cybersécurité. Un gros merci pour votre participation aujourd'hui. Nous sommes dans la 5e semaine du mois de sensibilisation à la cybersécurité et nous avons des activités tout l'après-midi aujourd'hui. Donc, on commence avec une présentation qui s'intitule l'authentification multifacteur pour la communauté de recherche. La session va être en français. Ensuite, cet après-midi, on va voir cette session-là en anglais. Et vers 15 heures, heure de l'Est, on aura aussi un Policy Town Hall avec Scott Baker. Donc, si c'est possible pour vous de vous joindre, ça nous fera plaisir de vous accueillir à ces activités. Veuillez noter que la session est enregistrée. J'aimerais commencer la session avec un sondage pour apprendre à vous connaître. Donc, je vais partager dans le chat le lien, juste une seconde. Et en fait, ce qui vous est demandé, c'est de décrire en seulement un mot ce que vous faites. Donc, je peux comprendre que ça représente un défi. L'idée étant d'avoir une idée, c'est quoi votre première affiliation en termes, par exemple, de recherche, d'emploi, votre rôle dans l'écosystème, dans l'environnement. Donc, c'est possible de scanner avec votre cellulaire ou de répondre au sondage en se joignant sur le web, en suivant ce lien-là. Donc, si c'est possible pour vous de nous donner une idée, en un mot de ce qui vous décrit de votre rôle et je vais partager les résultats à la fin de la présentation. Ça me fait plaisir aujourd'hui d'accueillir Maxime Boissonneau. Maxime est détenteur d'un doctorat en physique sur les mesures de qubits supraconducteurs. Il l'a fait avec Alexandre Blais à l'Université de Sherbrooke. Il a été un utilisateur des premières grappes de calcul à l'Université de Sherbrooke et il est à Calcul Québec depuis 2012. Présentement, il est un lead d'une équipe nationale de soutien à la recherche à Calcul Québec et affilié aussi avec l'Alliance de recherche numérique du Canada. Pour ma part, je m'appelle Mireille Dastou, je suis spécialiste de la formation à l'Alliance de recherche numérique du Canada, avec un background, avec un PhD également et un background en données de santé publique pour le post-doctorat. Présentement, je suis responsable de tous les grands domaines de l'Alliance qui sont le calcul de pointe, la cybersécurité, la gestion des données de recherche et également les logiciels de recherche. Alors, je vais donner maintenant la parole à Maxime pour sa présentation. Bonjour, merci Mireille. Vous m'entendez pour commencer? Oui? Est-ce que vous m'entendez? Moi, oui. OK. Je voulais juste vérifier avant de commencer. Merci. Comme Mireille a mentionné, je suis team lead pour le soutien à la recherche et une de ces fonctions-là a été d'être impliqué beaucoup sur le développement de l'authentification multifacteur pour les infrastructures de l'Alliance l'Alliance de recherche numérique du Canada. Donc, on a fait, c'est un projet qui est en cours depuis environ 2 ans avec des tests à l'interne et des évaluations de produits. Je suis ici pour vous présenter c'est quoi la solution, c'est quoi l'authentification multifacteur, qui l'utilise, pourquoi vous devriez l'utiliser, c'est quoi les options que vous avez avec la solution qu'on a choisie. Ensuite, je vais passer sur quelques questions fréquentes. La portion qui va peut-être vous intéresser davantage, c'est comment la rendre moins pénible, parce que donc on reconnaît que l'authentification multifacteur, c'est quelque chose qui peut être pénible, mais il y a des trucs pour éviter que ce soit finalement que ce soit un frein à votre recherche.
On va parler un petit peu d'automatisation. Puis, bon, à la fin, il y a une démonstration, mais en fait, il va y avoir des segments de démonstration aussi pendant la présentation. Donc, voici. Prochaine slide. Qu'est-ce que c'est l'authentification multifacteur? Donc, qu'est-ce qu'on veut dire pour multifacteur? Généralement, on classe les facteurs dans 3 catégories différentes. Soit quelque chose que vous connaissez, par exemple un mot de passe, la phrase de passe de votre clé SSH, quelque chose que vous avez en votre possession, par exemple un code à usage unique qui est généré par votre téléphone ou qui vous serait envoyé par SMS. Une clé matérielle peut être un facteur du type quelque chose que vous avez et quelque chose qui vous caractérise. Donc, votre empreinte digitale, une reconnaissance faciale. Ce serait quelque chose qui vous caractérise. Lorsqu'on parle d'authentification multifacteur, en général, on veut avoir 2 de ces 3 catégories-là. Typiquement, puis en fait, ce qui va être le cas sur nos infrastructures, ça va être quelque chose que vous avez, que vous connaissez, donc votre mot de passe ou votre clé SSH. Et le deuxième facteur va être quelque chose que vous avez. Donc, ça va être généré par votre téléphone ou ça va être une clé matérielle. Qui utilise l'authentification multifacteur? En fait, vous ne l'avez peut-être pas réalisé, mais vous l'utilisez déjà. Lorsque vous utilisez votre carte de crédit, ben, vous avez votre carte de crédit qui est un facteur physique et votre NIP qui est le facteur que vous connaissez. Si vous vous connectez à votre compte bancaire, très souvent maintenant, vous allez devoir rentrer votre NIP et ils vont vous envoyer un code par SMS. Par exemple, lorsque vous voulez déverrouiller votre cellulaire, ben, votre cellulaire en tant que tel, il va aussi y avoir une empreinte digitale ou une reconnaissance faciale. La plupart des universités sont en train ou ont déjà déployé l'authentification multifacteur avec différentes solutions. Google, GitLab, donc les grandes plateformes informatiques supportent presque tous et dans certains cas rendent obligatoire l'utilisation de plusieurs facteurs. Donc, ce n'est pas quelque chose que seulement nous, à l'Alliance, faisons. Presque, donc, disons, tout le monde se dirige vers l'implémentation de l'authentification multifacteur. Dans notre contexte, pour mettre en contexte, il y a environ 18 000 utilisateurs de la plateforme nationale au Canada. On a commencé vraiment à annoncer au mois de septembre et on est rendu à environ 1600 quelques utilisateurs qui se sont inscrits et qui l'utilisent de façon quotidienne. Donc, l'authentification multifacteur peut être un peu je cherche mon mot, peut faire peur, dans le fond, mais c'est quelque chose que beaucoup d'utilisateurs utilisent et qui réussissent à bien s'en sortir. Donc, je crois vraiment que tout le monde peut y arriver et incorporer ça dans votre flux de travail. Pourquoi vous devriez utiliser l'authentification multifacteur? Ben, premièrement, ça protège votre compte. Donc, ça évite que quelqu'un d'autre ait accès à votre compte. Votre recherche est très importante, peu importe c'est quoi le sujet, vous êtes financé pour faire cette recherche-là. C'est quelque chose qui est jugé important par votre université, par les fonds subventionnaires qui financent cette recherche-là. C'est quelque chose aussi qui devient de plus en plus une demande des organismes subventionnaires de protéger cette recherche-là. Et éventuellement, ça va devenir obligatoire sur les infrastructures de recherche numérique de l'Alliance. Donc, c'est une bonne idée de vous familiariser immédiatement avec la solution. De quoi l'authentification multifacteur vous protège? Donc, si votre mot de passe est compromis, donc il y a une fuite de données, par exemple, ben, la personne qui a votre mot de passe ne pourra pas se connecter à votre compte parce qu'il va lui manquer le deuxième facteur. Même chose, c'est votre clé privée, votre clé SSH. Si vous utilisez des clés SSH, si c'est compromis, votre deuxième facteur va empêcher la personne d'y accéder. Ou encore, si votre ordinateur est compromis, si vous avez un virus, un malware, personne n'est à l'abri de ça. Si votre deuxième facteur est, par exemple, sur votre cellulaire, ben, lui ne sera pas nécessairement affecté et va vous permettre de protéger votre compte dans ce contexte-là. Donc, maintenant qu'on sait ce qu'est l'authentification multifacteur, donc il y a plusieurs solutions.
On en a étudié deux principalement, Duo et Privacy Idea. On a choisi une solution qui est basée sur Duo. Faut comprendre qu'on a plusieurs critères dans l'environnement où on évolue. Entre autres, il faut que ce soit compatible avec les connexions SSH, qui sont le principal moyen avec lequel les utilisateurs interagissent avec nos infrastructures. Il faut une certaine facilité d'opération, il faut une certaine facilité d'utilisation. Donc, on a trouvé que la solution Duo était particulièrement facile à utiliser. Entre autres, comme on va le voir plus tard, il n'est pas nécessaire de copier un code à 6 chiffres comme d'autres solutions. Et la solution Duo permet aussi de supporter plusieurs types de facteurs. Entre autres, un critère qui est important pour nous, c'est de ne pas nécessairement avoir besoin d'un téléphone. C'est possible de se connecter à nos infrastructures avec l'authentification multifacteur en utilisant une clé physique qui est de l'ordre de 50 à 70 $ environ. Comment vous inscrire? On a premièrement une page d'information avec beaucoup d'instructions que je vais aller ouvrir ici. Sur cette page-là, on a la description des différents facteurs. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est l'utilisation d'un cellulaire pour s'inscrire. Parce que, bon, malgré qu'on ne veut pas nécessiter l'utilisation d'un cellulaire, on est conscient que c'est probablement la méthode que la très grande majorité des utilisateurs va choisir. Pour s'inscrire, il va d'abord falloir utiliser l'application Duo Mobile qui peut être installée sur les téléphones Android ou Apple sans problème. Si votre téléphone est trop vieux, il y a aussi des instructions. Donc, c'est le cas dans le cadre des Android surtout. Il y a des instructions pour aller chercher l'application lorsque vous ne la trouvez pas sur le Google Play Store. Ensuite, vous allez vous connecter à la CCDB, donc à votre compte, en fait. Et vous allez arriver sur une page qui ressemble à celle-ci, dans laquelle vous n'aurez pas, donc ça, c'est mon compte, mais dans laquelle vous n'aurez pas les clés physiques. Vous n'avez aucun facteur d'enregistrer à ce stade-ci. Vous allez cliquer sur Duo Mobile. Et là, en fait, je vais le faire live. J'avais des slides, mais je vais le faire ici. Vous allez rentrer le nom de votre téléphone et vous l'appelez comme vous voulez. Ça n'a vraiment aucune importance. Mon téléphone. Vous allez ensuite prendre votre téléphone. À partir de l'application Duo Mobile, il y a une option pour... Ah, j'aurais dû... Vous ne voyez pas si je mets... Non, c'est ça, vous ne voyez pas ici. Il y a une option « Utiliser le code QR ». Et vous allez, dans l'interface ici, lorsque vous cliquez sur « Continuer », ça va générer un code QR que vous scannez. Et voilà, c'est fait. Donc, c'est aussi simple que ça, s'enregistrer. J'ai maintenant enregistré dans mon compte un téléphone qui peut être utilisé pour se connecter à nos infrastructures. Donc, ça prend vraiment seulement quelques secondes pour s'enregistrer. Les options que vous allez avoir sur cette page-là, en fait, Duo, l'application Duo Mobile est la première option. Et avec celle-ci, vous allez avoir deux façons de l'utiliser. Soit vous pouvez utiliser un code d'accès qui est, par exemple, affiché ici, ou soit vous pouvez recevoir une notification sur le téléphone et simplement cliquer « Approuver ». Donc, c'est particulièrement cette méthode-là qu'on trouve beaucoup plus facile parce que vous n'avez pas de chance de vous tromper dans le code d'accès, par exemple. C'est sur celle-ci que je vais me concentrer pendant la présentation. Mais si vous ne recevez pas la notification pour une raison ou une autre, vous pouvez toujours aller voir le code d'accès et inscrire ce code d'accès-là à la place. La deuxième option, si vous n'avez pas de cellulaire ou si votre cellulaire ne supporte pas l'application Duo, c'est d'utiliser une clé physique. Donc, ça ressemble littéralement à une petite clé USB sur laquelle il y a un bouton. Donc, en général, soit un gros bouton Y ou sur le format plus petit, le bouton, c'est la petite barre A
Pardon. Et donc, cette clé-là coûte disons, entre 500 entre 50 et 100 $ selon le modèle. Je sais qu'il y a des étudiants et étudiantes, entre autres, qui ont émis le commentaire que c'est dispendieux. Mais en fait, on s'attend à ce que ce soit quelque chose qui soit défrayé par les fonds de recherche de votre chercheur. Donc, c'est un outil de travail. C'est quelque chose qui est tout à fait remboursable par les fonds de recherche. Donc, cette deuxième option-là est un petit peu plus compliquée à enregistrer. Donc, au moment de la configuration du compte, les instructions sont sur la page montrée précédemment. Mais par contre, elle est plus simple à utiliser dans la vie de tous les jours parce que vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre cellulaire, de cliquer sur le bouton. Vous pouvez simplement cliquer sur la clé qui est déjà attachée après votre ordinateur, par exemple. Et ça fait toute la mécanique pour vous. Pardon. Donc, bon, j'ai déjà fait la démonstration, en fait, pour vous enregistrer. Allons maintenant vers les questions fréquentes. Donc, une question qu'on a eue à plusieurs reprises, c'est est-ce qu'on peut utiliser Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy, où il y a plusieurs outils qui donnent des codes à usage unique. La réponse est non. Ça doit absolument être l'application Duo Mobile. En fait, on comprend que les autres applications, c'est possiblement des applications que vous utilisez déjà. Par contre, l'application Duo Mobile, son avantage, c'est vraiment le mode avec les notifications push qui évite d'avoir à rentrer le code à usage unique. Donc, je vous encourage fortement à essayer cette méthode-là. Ce n'est pas possible pour l'instant d'utiliser non plus votre lecteur d'empreintes digitales ou la reconnaissance faciale qui sont, si vous connaissez Duo, vous savez peut-être que Duo supporte ces méthodes-là. Par contre, elles ne fonctionnent pas pour la connexion SSH, ça fonctionne uniquement pour les applications web. Et donc, c'est pour ça que pour l'instant, du moins, on ne supporte pas ce type d'authentification-là. Ça viendra peut-être dans le futur, mais aucune garantie à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas non plus utiliser une clé physique haute si vous avez déjà une clé USB qui génère des chiffres, par exemple. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut importer dans Duo, qu'on peut enregistrer dans Duo. On a aussi reçu la question, j'utilise une clé SSH, est-ce que ce n'est pas suffisant? Donc, une clé SSH n'est pas considérée comme un double facteur parce que c'est protégé uniquement par quelque chose que vous connaissez, donc la phrase de passe de votre clé SSH. Donc, ce n'est pas en soi un double facteur. De la même façon, 2 mots de passe ou 2 clés SSH, donc ce sont tous les deux des facteurs du même type. C'est quelque chose que vous connaissez, quelque chose qui est facilement copiable. Donc, ce ne sont pas des méthodes pour éviter, entre guillemets, le double facteur. Il y a certains utilisateurs qui ont rencontré une erreur Access denied, Duo Security does not provide services in your current location. Donc, c'est quelque chose qui se produit parce que Duo doit appliquer les restrictions du bureau des échanges commerciaux des États-Unis qui leur interdit en fait de supporter des clients dans quelques endroits dans le monde. On parle de Cuba, Corée du Nord, Iran, Soudan, Syrie. Donc, si c'est votre cas, en fait, l'erreur est basée sur l'adresse IP où vous vous trouvez. Donc, en fait, dans tous les cas, le Centre canadien de cybersécurité suggère d'utiliser un VPN pour être dans un réseau contrôlé lorsque vous voyagez. Si c'est votre cas, vous pouvez nous contacter ou contacter les IT de votre institution pour recevoir de l'aide dans ce cas-ci. Donc, comment rendre l'authentification multifacteur moins pénible? Donc, ce n'est pas évident pour beaucoup de gens et en fait, on le voit dans les méthodes qui sont utilisées. Il y en a beaucoup qui ont le réflexe d'aller inscrire le code à 6 chiffres généré par Duo. Ce n'est pas la manière la plus facile d'utiliser Duo. La manière la plus facile, c'est vraiment d'utiliser la notification push.
Et je vais faire une démonstration par la suite de cette façon-là. Une autre façon serait d'utiliser une YubiKey. Donc, comme je mentionnais, elle est déjà branchée à votre ordinateur. Vous appuyez sur le bouton, vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre cellulaire. Donc, c'est automatique dans le fond, ou presque. Vous faites simplement cliquer sur un bouton et ça fait l'authentification multifacteur pour vous. Donc, ça, c'est des façons que c'est plus facile de rentrer votre deuxième facteur. D'autres façons, donc, si vous utilisez une paire de clés SSH, et on a la documentation pour ça, ça va vous éviter d'entrer en plus votre mot de passe à chaque fois. Donc, ça rend la connexion un petit peu plus facile aussi. Vous pouvez garder un agent SSH actif sur votre ordinateur qui est protégé par le mot de passe de votre ordinateur. Et à ce moment-là, vous n'avez plus à rentrer votre mot de passe à chaque connexion. Il y a plusieurs clients qui ont des réglages pour réutiliser une connexion existante, ce qui est en général pas fait par défaut. Si vous utilisez la ligne de commande sous Linux, Mac ou Windows avec le client OpenSSH, vous pouvez configurer dans votre fichier de configuration ce qu'on appelle du multiplexing. Donc, ça va réutiliser la même connexion SSH pour plusieurs connexions sans vous demander de vous réauthentifier. On a un extrait de configuration ici. Par exemple, cette configuration-là réutiliserait la même connexion pendant 10 minutes. Et donc, vous pouvez modifier ce délai-là selon vos besoins. Il y a aussi encore une fois, sur la page sur notre wiki, il y a plusieurs sections selon le client que vous utilisez. Pour FileZilla, il y a une configuration particulière à mettre pour réutiliser la même connexion. MobiXterm, même chose. CyberDoc, qui est un outil de transfert de fichiers. Il y a aussi une configuration pour dire d'utiliser la connexion initiale pour faire les transferts de fichiers. Donc, c'est vraiment d'aller dans la configuration de votre client. La majorité des clients ont une façon de faire ça. Si vous utilisez un client qui n'est pas parmi cette liste-là, vous pouvez aussi nous contacter, puis on peut regarder avec vous, ce serait quoi la bonne configuration utilisée. Vous pouvez aussi utiliser Globus, donc qui est un outil de transfert de fichiers qui est basé sur une interface web. Dans cet outil-là, vous allez avoir une session qui est gardée active via les cookies, donc pour une certaine durée. Et donc, ça va vous demander de vous connecter avec l'authentification multifacteur éventuellement, parce que ce n'est pas encore supporté par notre interface Globus, mais ça va venir. À ce moment-là, vous n'avez pas à vous reconnecter pour chaque fichier que vous transférez. Je vais faire une démonstration ici pour la connexion au graphe de calcul. Donc, vous devriez voir mon terminal. Je vais utiliser Beluga. Donc, de quoi ça a l'air lorsque vous avez l'authentification multifacteur et que vous vous connectez? Dans mon cas, donc, j'utilise une clé SSH. Il ne me demandera pas pour mon mot de passe. Donc, vous allez recevoir un message comme ceci, qui est malheureusement uniquement en anglais. Donc, ça vous dit, vous pouvez soit entrer un code. Donc, à ce moment-ci, je peux aller ouvrir l'application sur mon cellulaire et taper le code. Et là, ça va fonctionner. Donc, ça, c'est la façon la plus difficile, en fait, je dirais. Est-ce qu'il y a un problème avec Beluga? Les dieux de la démonstration qui ne sont pas avec nous. Bon, je vais... Une autre façon, si je l'aurais fait ici, donc dans le texte, je sais que plusieurs usagers ne l'ont pas lu et ne s'en rendent pas compte, mais il y a l'option « or select one of the following options ». Donc ça, c'est à quel endroit est-ce que vous voulez envoyer une notification pour accepter. Si vous avez un seul téléphone qui est enregistré, il y a seulement l'option 1, sinon vous auriez plusieurs options. Et à ce moment-là, ça envoie une notification sur mon téléphone que j'ai simplement à cliquer « Approuver ».
et ça se fait automatiquement. Donc, je n'ai pas besoin de copier un code particulier pour réussir à m'authentifier. Et la troisième façon, donc avec la YubiKey, donc moi j'ai une YubiKey, je fais simplement, là, bon, je ne peux pas vous le montrer, mais je clique sur le bouton de la YubiKey et ça va inscrire un code et faire entrer et ça se connecte automatiquement. Donc, je n'ai pas besoin d'approuver, je n'ai pas besoin de mon cellulaire, la clé est connectée et ça inscrit le code à usage unique. Donc, moi, personnellement, c'est la façon dont j'utilise en priorité. Et si vous vous connectez très souvent au graphe de calcul, en fait, ce serait la façon la plus simple. Ça demande un petit investissement au début. C'est un petit peu plus complexe à configurer au début, mais ensuite, à l'utilisation, c'est beaucoup plus facile à faire. Quelques mots à propos de l'automatisation. Donc, par automatisation, ce qu'on entend, c'est si vous avez des flux de travail automatiques qui se connectent au graphe de calcul sans que vous soyez présent. Donc, par exemple, des transferts qui se font à toutes les nuits ou de la gestion de tâches qui se fait à distance à partir de de votre ordinateur. Donc, l'authentification multifacteur, si vous l'activez dans votre compte, va demander à ces scripts-là de fournir le deuxième facteur, ce qu'ils ne seront évidemment pas capables de faire. Donc, on en est conscient. On a mis en place, enfin, on est en train de mettre en place une solution pour adresser ces besoins-là. J'ai mis le lien dans la présentation vers la documentation, l'ébauche de documentation sur comment le configurer. On est encore aussi en phase de collecte d'informations et on vous encourage à nous contacter à l'adresse support@tech.alliancecan.ca pour discuter de vos besoins et qu'on vous aide lorsque la solution sera en place. Donc, si vous avez ce type de flux de travail-là, pour l'instant, ne vous inscrivez pas à l'authentification multifacteur, mais écrivez-nous puis ensuite, on va faire le suivi avec vous lorsque la solution sera déployée sur nos graphes de calcul. Et on est rendu aux questions-réponses. Donc, ça a été beaucoup plus rapide que 1h30. Donc, probablement que je suis passé trop rapidement sur certaines choses et il y a probablement des questions. Donc, soit les écrire dans le chat ou je ne sais pas, Mireille, si tu avais une façon que tu voulais les gérer. Est-ce qu'ils lèvent leurs mains? Ben, on pourrait peut-être commencer, si tu es d'accord, peut-être à main levée, les personnes qui sont là, avez-vous maintenant l'authentification multifacteur, peut-être à main levée, juste si c'est oui, levez la main, sinon levez pas la main, juste en termes de sondage rapide, là. OK, excellent. OK. Donc, il y a 4 personnes là, qui répondent oui à la question, ce qui est déjà un bon début. Peut-être, est-ce que parmi ces 4 personnes-là, les explications de Maxime répondent à vos besoins? J'imagine que oui. Ou les autres? Je vois que Dominique a gardé sa main levée. Je ne sais pas si c'est parce que ton authentification multifacteur est activée ou parce que tu as une question. OK, excellent. Oui, ben peut-être Maxime, c'est tellement clair qu'il n'y a pas de questions finalement. En fait, j'ai reçu une question en privé. Est-ce que je peux remontrer la deuxième façon de se connecter? Donc, pas avec le code cellulaire ni la clé physique. Oui, absolument. Ce qu'il faut faire, donc une fois que vous avez mis votre premier facteur, dans mon cas, la clé SSH, c'est simplement de choisir, en fait, dans le menu. Ici, c'est un menu qui a un seul item, donc 1.
Si vous aviez plusieurs téléphones ou, par exemple, un téléphone et une tablette de configurer, vous auriez deux items ici. Donc, c'est d'identifier à quel dispositif vous voulez envoyer une notification. Donc, si je fais un ici, j'ai reçu, en fait, il faudrait, ça ne paraît pas ici, hein. J'ai reçu une notification sur mon cellulaire qui me dit souhaitez-vous vous connecter à Beluga Narval? Et là, je peux approuver ou refuser. Donc, si je fais approuver, ça va me connecter. Ça fait comme le deuxième facteur. Une main levée de Dave Martin. Est-ce que c'est une question? Oui, j'ai une question. Oui. Je laisse savoir au niveau des contraintes particulières, lorsqu'on a des scripts automatiques, ça ressemblerait à quoi comme contrainte? Donc, ça va devoir utiliser une clé SSH qui est mise dans votre compte à la CCDB. Ça va être une clé SSH qui doit être limitée à certaines adresses IP et qui doit spécifier quelle commande qui peut être utilisée. Donc, dans le fond, notre but, c'est de s'assurer que cette clé SSH-là, advenant le cas où elle était compromise, qu'elle ne puisse pas être utilisée ailleurs ou pour faire autre chose que ce pourquoi elle est prévue. Parfait, merci. Très bien. J'ai une main levée de Nelly. Oui, bonjour Maxime, merci pour ta présentation. Ma question c'est, est-ce que tu peux revenir sur, comme l'avant-dernier slide, à quel moment est-ce qu'il ne faudrait pas pour le moment adhérer à l'authentification multifacteur? Donc, cette ci Oui, 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 c'est ça. donc c'est vraiment si vous avez un flux de travail automatique, par exemple sur votre ordinateur du labo, il y a des fichiers qui sont transférés à tous les jours de façon automatique sans que vous soyez là. Ça pourrait être un exemple. Ou si vous avez un script ou une plateforme qui soumet des tâches, qui vérifie l'état des tâches, mais à distance, sans qu'il y ait un humain qui fait les connexions SSH. Donc, à ce moment-ci, la plateforme ne peut pas rentrer le code automatiquement. Donc, ce serait dans ce cas-ci qu'il ne faut pas l'activer dans votre compte et plutôt nous contacter pour qu'on fasse une analyse de besoin avec vous et qu'on travaille avec vous pour que la solution fonctionne. D'accord, merci. J'ai reçu une autre question en privé. À titre de responsable de compte, mon inscription au deuxième facteur va-t-elle s'appliquer aux autres membres de mon groupe de recherche ou doivent-ils l'activer la leur de façon indépendante? Donc, non, elle ne s'appliquera pas à votre groupe de recherche automatiquement, c'est indépendant. La question, est-ce qu'il y a une date pour l'obligation d'utiliser le multifacteur? La date n'est pas encore connue parce qu'on attend d'avoir la solution en place pour les automatisations. Ceci dit, la date va être communiquée à l'avance pour donner le temps à tous de s'ajuster. Il va possiblement aussi y avoir des phases où un peu si vous êtes un utilisateur de Niagara, vous avez peut-être vu dans le passé, donc Niagara nécessite des clés SSH et la façon dont ils l'ont déployé pendant une certaine période, si vous vous connectiez, par exemple, le lundi en après-midi, il fallait avoir la clé SSH. Donc, simplement pour amener les gens à s'authentifier, à s'inscrire, il va possiblement y avoir ce genre de période-là aussi qui vont être faits. Mais dans tous les cas, ça va être communiqué à l'avance lorsqu'on aura la date. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Donc, je suppose que tout est clair, sinon. Bien, il y a l'adresse là, qui est fournie aussi, si vous voulez comme du support personnalisé. Je vois une autre question. Oui, donc si on se retrouve bloqué, oui, notre support technique, on a déjà la procédure en place pour soit resetter votre deuxième facteur ou vous aider pour vous débloquer. Il y a en fait sur la page, parmi les questions à la fin, donc, par exemple, si vous perdez votre deuxième facteur, en fait,
une chose que j'aurais dû mentionner, que j'ai oublié de mentionner, on vous encourage fortement à soit générer des codes temporaires. Donc, dans votre compte à la CCDB, vous pouvez générer soit 10 codes que vous gardez à quelque part dans un endroit sécuritaire et qui peuvent être utilisés pour retrouver l'accès à votre compte. Ou soit enregistrer plusieurs options de deuxième facteur, par exemple, 2 YubiKey ou un téléphone et une YubiKey ou quelque chose comme ça, de sorte que si vous en perdez un des deux, vous avez toujours accès à l'autre. Mais si vous perdez tous vos facteurs, on a une procédure en place, en fait, que vous devez nous écrire et on vous demande de répondre à un certain nombre de questions. Donc, le plus de questions possible, le but étant simplement de valider que la personne qui nous écrit, c'est bel et bien vous. Et à ce moment-ci, en supposant que vous avez les vraies réponses aux questions, on va pouvoir resetter votre deuxième facteur. Et évidemment, par contre, notre support n'est pas 24 heures sur 24. Donc, encore une fois, si vous avez 2 options de deuxième facteur, vous allez pouvoir vous déverrouiller vous-même plutôt qu'attendre que quelqu'un du support vous réponde. Oui, j'ai une question, ou en fait une main levée de Nelly. Oui, une deuxième question. Est-ce que l'authentification multifacteur va être utilisée pour FileZilla aussi? Oui, Je sais donc qu'on en a parlé. à partir du moment où c'est activé sur votre compte, toutes les connexions SSH sur nos grappes de calcul vont vous demander le multifacteur. Aussi, votre connexion à votre compte sur la CCDB. Donc, si par exemple, moi, je me déconnecte maintenant et Bon, ça c'est pour mon mot de passe. Donc, à la connexion à la CCDB, ça me demande mon deuxième facteur. Donc, encore une fois, soit une notification, soit le code, ou soit ma YubiKey, ou si j'ai un code de contournement, donc un des 10 codes que j'aurais sauvegardé. Donc, ça va me demander cette option-ci. Pour l'instant, c'est les seuls sites, dans le fond, qui vont vous demander le deuxième facteur, mais on veut étendre ça, par exemple, au cloud. Donc, si vous utilisez Arbutus, donc lorsque vous allez, non pas vous connecter à votre VM, parce que ça c'est vous qui la gérez, mais lorsque vous allez vous connecter à votre compte cloud sur Arbutus ou Beluga, éventuellement, ça va vous le demander. Si vous vous connectez à l'un de nos portails, portail Jupyter, par exemple, éventuellement, ça va vous demander pour votre deuxième facteur. Mais pour l'instant, c'est vraiment toutes les connexions SSH, donc les transferts de fichiers par FileZilla, CyberDoc, etc., les connexions SSH par le terminal et la CCDB, c'est les principaux sites, disons, les principales applications qui sont ciblées. Merci. Il y a d'autres questions? À chaque fois, on pense qu'il n'y a plus de questions et il y en a une autre qui se rajoute. Donc, en fait, s'il n'y a plus de questions et que vous en avez une plus tard, ben, n'hésitez pas à nous écrire. Puis, sinon, Mireille, je crois que tu voulais montrer les résultats du sondage ou du... Oui. Bien, je vais commencer par montrer, oui. Est-ce que tu veux prendre le partage d'écran, en fait? Oui, je pense que... Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Donc, en un mot, qu'est-ce qui décrit votre travail ou votre recherche? Bien, merci pour votre participation. Je vais conserver en capture d'écran les résultats. Donc, on voit quand même bioinformatique, données, chercheurs, conseillers, protection ordinateur, information, gestion, excellent. Météo, recherche. Merci beaucoup pour votre participation. Je me permets de vous rappeler que pour recevoir les communications de l'Alliance, vous pouvez vous abonner à notre infolette. Je mets le lien dans le chat.
Ça permet d'avoir accès à des événements. Parfois, il peut y avoir des annonces concernant certains appels de financement ou des appels à participation des comités. Donc, ça peut être bien d'être au courant de ce qui se passe. Aussi, sur votre compte CCDB, il y a une option de s'abonner à des communications qui sont plus ciblées là, pour les utilisateurs et les détenteurs de comptes. Donc, vous pouvez aussi simplement cocher la case « Oui, j'accepte de recevoir des communications » pour recevoir davantage d'informations de notre part. Donc, voilà. Comme je le disais au début, la session est enregistrée et on a un canal sur YouTube là, de l'Alliance. On va faire une liste avec toutes nos formations du mois à la sensibilisation à la cybersécurité et on va les partager sur Internet, sur YouTube. Donc, ça va être annoncé là, dans les prochaines semaines quand notre liste va être disponible. Si vous voulez revisionner la séance ou assister à d'autres séances qui se sont tenues au cours du mois.